Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l'Union européenne. Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique du territoire. Ici, nous sommes situés dans une zone de protection spéciale, aussi appelée ZPS, qui vise à la conservation des oiseaux sauvages figurant en annexe 1 de la directive européenne Oiseaux sauvages. Son intérêt réside dans sa situation à l'intérieur d'un couloir migratoire important, comprenant de vastes massifs forestiers associés à de nombreuses zones humides comme les étangs ou les cours d'eau. Le tout est imbriqué dans des milieux ouverts composés de cultures et de prairies. Cette ZPS se trouve au carrefour de 3 régions naturelles très différentes et complémentaires. L'Argonne, fortement boisée, avec le massif de Beaulieu en Argonne. La Champagne humide, avec ses prés humides et le massif boisé de l'île en Barrois. Et le Perthois, avec la vallée alluviale de l'Ornain. Le contact entre ces régions naturelles augmente la diversité des habitats et explique donc les particularités ornithologiques du site. À ce jour, 38 espèces patrimoniales sont observées régulièrement sur le site. 11 sont nicheurs sédentaires comme le martin-pêcheur d'Europe. 13 sont nicheurs migrateurs comme le balbuzard pêcheur et la cigogne noire. Et 11 sont migrateurs hivernants ou sédentaires récents. Les activités principales sur la ZPS sont la sylviculture et l'agriculture. La gestion extensive des nombreux étangs est également une activité qui doit être prise en compte. Ce sont ces 3 principales activités qui jouent un rôle essentiel dans l'économie locale, la gestion du paysage et la richesse naturelle du site. Le CPIE, la Chambre d'agriculture et l'ONF sont les animateurs de ce site et vous font part de leurs expériences avec le réseau Natura 2000 en Argonne. Alors, historiquement, j'ai eu l'occasion de contribuer à la délimitation des enveloppes de Natura 2000. Au départ, était, prévu l'Argonne, avec ces massifs forestiers remarquables, surtout des hêtraies. Aussi une très belle forêt domaniale, la forêt domaniale de Beaulieu, qui est une forêt qui n'a pas été touchée par 14-18. Et ensuite, la deuxième enveloppe importante était l'île, avec une chaînée pédonculée avec présence d'ormelis dans les parties humides et plus ou moins inondables, et un oiseau remarquable pour la directive européenne, qui est le gommou chacolier. Alors, en ce qui concerne le gommou chacolier, il convient de préciser que c'est une espèce qui est en limite d'air, que c'est une petite population relictuelle très vulnérable, et que de récentes études montrent qu'elle est vraiment isolée et qu'elle n'appartient pas à une aire étendue, dans la mesure où des recherches ont été faites côté Marnais et sont révélées négatives. Donc ça reste une espèce phare de Natura 2000, dans la mesure où c'est une espèce de directive européenne prioritaire. Est venue se greffer par la suite la vallée de l'Ornain, qui n'était pas prévue au départ, mais des études qui ont été lancées au démarrage de Natura 2000 ont permis de l'intégrer dans le site global. Alors, en ce qui concerne la vallée de l'Ornain, il s'agit d'un écosystème complémentaire aux 2 grands ensembles forestiers de l'Argonne et de la Champagne humide, à travers une région qu'on appelle le Perthois et qui présente la particularité d'être inondable l'hiver, avec des bancs de gravier mouvants et aussi des boisements de type alluviaux, avec alluviaux récents par contre, il manque quand même certains arbres comme l'ormelis, mais c'est un milieu en construction qui est appelé à devenir important au niveau de la biodiversité. Alors on peut citer plein d'oiseaux des zones humides qu'on ne peut pas trouver ailleurs, comme par exemple le chevalier cul blanc, le petit gravelot, et également aussi les cinques, le martin pêcheur, des espèces qui sont arrivées récemment comme le guêpier, et des espèces qu'on espère voir un jour nichées comme la grande aigrette. Alors en forêt, l'enjeu principal sera la conservation des gros arbres matures, des arbres essentiellement à cavité, qui peuvent permettre la reproduction d'oiseaux spécialisés comme le pigeon colombin, également les pics, le pic noir, le pic-mare, et puis aussi ne pas oublier les coloptères saproxyliques,
qui se développent dans le bois décomposé et dont les cavités sont des niches écologiques de première importance, notamment par exemple pour le lichen cerf-volant que tout le monde connaît. La forêt domaniale de Beaulieu est incluse dans la ZPS plutôt pour la partie forêt d'Argonne. Elle fait une surface de 2600 hectares dans un massif qui lui-même en fait 10 000 d'un seul tenant. La création de la ZPS et ensuite la prise en compte du document d'objectifs dans la gestion quotidienne de la forêt a sans doute éveillé et accentué chez les personnels forestiers que nous sommes à l'ONF la prise en compte de la biodiversité dans notre gestion quotidienne. Lors de nos actions de martelage, le martelage c'est l'acte qui nous permet de désigner les arbres qui vont être coupés. Donc lors de ces opérations, on va recruter dans les parcelles des arbres qu'on appelle des arbres habitats. Et ces arbres habitats, normalement, nous devrions en recenser 3 sur 1 hectare. En moyenne, ce sont des moyennes. On peut aller au-delà, on peut aller en dessous, mais en général, il faudrait arriver à un nombre global de 3 par hectare. Ces arbres habitats doivent avoir des caractéristiques particulières, au moins un arbre mort par hectare et 2 arbres à cavité. Lorsqu'on a trouvé ce type d'arbre habitat, on les repère donc avec un sigle, c'est un triangle, la tête en bas, et à la peinture bleue ou chameau. Bien souvent, comme celui-ci, ici on est face à un arbre à cavité qui est en train de mourir. Ça va aller doucement, c'est du chêne, c'est un chêne, il est assez costaud. En tout cas, on peut apercevoir des cavités, des champignons sous lesquels des cavités ont été créées. Les oiseaux peuvent y trouver refuge. 80% des oiseaux en forêt sont cavernicoles, donc nichent dans des cavités. Et puis également de la nourriture. Sur les arbres morts, tout un tas d'insectes et de champignons dont se nourrissent les insectes vont pouvoir proliférer. Chaque fois que nous intervenons en forêt, nous essayons de faire attention à l'impact que notre action va pouvoir avoir sur toute la biodiversité. Un exemple avec les arbres habitats. L'instruction sur les arbres habitats à l'ONF date déjà de plusieurs années. Elle a été revisitée, mais malgré tout, elle date de plusieurs années. En revanche, l'existence de la ZPS motive tant qu'à une meilleure prise en compte de cette instruction et une meilleure, réalisation des objectifs qu'elle nous impose. Et la forêt domaniale de Beaulieu est gérée depuis de nombreuses années, j'allais même dire plus des siècles, sous la forme d'une futaie. Et donc petit à petit, la hêtraie a pris le dessus et fut un temps, on peut dire qu'avant la tempête de 1999, à 70%, le hêtre prédominait dans les peuplements forestiers. Et on se rend compte qu'une forêt résistante un peu à toutes les attaques diverses mais naturelles, ça sera des forêts en mélange intime. On a donc toujours cette dynamique quand on intervient à essayer de faire en sorte que le chêne trouve une place plus importante qu'elle n'a été pour avoir des peuplements qui soient plus résilients. Donc ici, vous vous trouvez au bois Japin. Le bois Japin est la propriété de ma famille depuis, je crois, 1860, quelque chose comme ça. Ça a toujours été exploité, divisé en un certain nombre de coupes dans lesquelles on passait régulièrement tous les 10 ans. On n'enlevait que les bois malades ou les bois gênants pour le voisin. Il est resté donc de nombreux gros bois, mais pratiquement pas de régénération d'avenir. Alors, à ce manque de régénération d'avenir, il y a 2 causes. La première cause a été l'arrêt de l'exploitation de bois de chauffage. Ensuite est arrivé, depuis la dernière guerre, le gibier qui a commencé à
jouait son rôle de tondeuse. Donc tout ce qui se régénérait, les jeunes arbres étaient systématiquement abîmés. Donc nous avons décidé de reprendre tout ça en main et de faire des gros enclos, de façon à pouvoir, dans ces enclos, protéger la régénération du gibier. L'orientation de gestion qui a été prise ici, c'est uniquement de travailler sous les gros bois, les très gros bois, sur régénération acquise. Donc la coupe rase n'existe pas ici. Le principe, c'est de travailler sur un mode un peu plus irrégulier, par bouquet d'arbres ou par placeau de parcelles. Et effectivement, comme vient de le dire Madame Morillon, on est ici dans un secteur où le sous-étage a été retiré progressivement par rapport à la présence de glands sous de très gros bois, puisque là on a derrière nous des arbres qui font 80 cm de diamètre pour les plus gros. Mais si vous regardez au loin, on voit que le sous-étage est toujours présent. Donc en fait, on constate bien que le travail se fait par bouquet, par secteur. Pour résumer, la forêt aujourd'hui s'adapte très bien aux exigences du DOCOB. C'est à la fois un souhait du propriétaire et dans ses convictions, et puis également par rapport à ce que les peuplements peuvent offrir. C'est sûr que c'est au fond une certaine chance, c'est que les buts sont les mêmes au fond que ceux de Natura 2000. Je n'ai pas du tout voulu faire ici une coupe à blanc et puis planter des résineux par exemple. Tout est basé sur la régénération naturelle dans cette forêt. Donc on compte beaucoup sur le chêne, sur ses régénérations, et puis sur d'autres essences accessoires comme l'érable, peut-être l'orme, puisqu'on a quelques beaux sujets d'orme encore dans la forêt, le merisier, et puis peut-être d'autres essences auxquelles on ne penserait pas, qui s'installeront peut-être avec l'évolution du climat. Notamment, je pense à des feuillus, peut-être comme le châtaignier, la lisier ou autres, l'érable champêtre. Mais ça, aujourd'hui, on n'en est qu'au début des constatations. Alors, Natura 2000, le réseau Natura 2000, c'est un outil ou c'est une boîte à outils qui, à mon sens, est à la bonne échelle par rapport aux intercommunalités. Sur le site forêt et étang de l'Argonne et la vallée de l'Ornain, on a 4 établissements publics de coopération intercommunale. Et évidemment, travailler à 4, c'est plus facile que s'il fallait travailler avec plusieurs dizaines de communes. Donc ça, c'est un premier atout. Un autre atout, c'est la contractualisation que permet Natura 2000. Un certain nombre d'acteurs locaux peuvent effectivement signer des contrats. Je pense en particulier aux agriculteurs qui s'engagent dans leur pratique professionnelle à préserver les milieux naturels, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales et climatiques. Natura 2000, c'est aussi une sorte de label ou de marque qui a acquis aujourd'hui une vraie notoriété. Et il est clair que quand on aménage un sentier de randonnée qui traverse une zone Natura 2000, c'est incontestablement un plus en termes d'attractivité. Donc pour nous, c'est intéressant. Donc nous nous trouvons aujourd'hui à Revigny-sur-Ornain, sur une parcelle qui est fauchée en foin, qui est en prairie, qui est située au bord de l'Ornain. Alors l'agriculture au sein de ce site Natura 2000 est très importante, puisqu'elle représente 3000 hectares sur les 13 000 hectares que compte la zone Natura 2000. Et 140 exploitants agricoles exploitent sur ce site Natura 2000, donc des prairies, des cultures, et il s'agit essentiellement d'exploitations qui sont en polyculture élevage. Donc la Chambre d'agriculture travaille depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant dans le cadre de l'animation de site Natura 2000, ce qui est le cas plus spécifiquement pour ce site. Nos principales missions concernent l'accompagnement des agriculteurs dans des démarches agro-environnementales, y compris sur ce site Natura 2000. Nous avons mis en place des mesures agro-environnementales en 2016 qui a permis à une petite vingtaine d'exploitants agricoles de s'engager.
sur une surface de 300 hectares. En fauche tardive, certaines parcelles ont pu être remises en herbe, donc des parcelles qui étaient cultivées, pour créer un habitat favorable à certaines espèces de passereaux par exemple, qui vont nicher à l'intérieur des prairies, comme le tarier des prés, le courlis cendré, qui vont nicher au sol. Donc il est important de pouvoir proposer aux agriculteurs des mesures de fauche tardive et permettre l'envol des jeunes. Parallèlement, donc, la Chambre d'agriculture mène une série d'animations auprès des agriculteurs pour les informer, les sensibiliser, les conseiller sur des bonnes pratiques à mettre en œuvre au sein de ce site Natura 2000. Car on est sur un site qui permet la nidification, donc la reproduction, mais également l'alimentation de tout un cortège d'oiseaux qui vont nicher dans des milieux autres que les prairies. Donc ça peut être des forêts, ça peut être des haies comme on voit juste à côté de nous, qui abrite par exemple une espèce qu'on appelle la pie-grièche écorcheur, donc qui justement va aller s'alimenter dans des prairies comme on peut voir derrière nous, qui sont fauchées en foin ou pâturées.